Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde donc sur la thématique quelle maturité et complémentarité de l'écosystème de la e-santé en Occitanie. Donc on a eu un propos introductif en fait d'Adoc qui fait partie des acteurs évidemment incontournables de la région. Un autre acteur incontournable de la région, c'est évidemment le pôle de compétitivité Eurobiomed avec Morgane qui est là. Ce que je vous propose, c'est elle va démarrer en fait l'introduction et puis est-ce qu'on fait rapidement le tour de table comme ça tout le monde se présente et puis après on enchaîne sur les échanges, ok? Donc Morgane, je te laisse commencer et on fait le tour de table rapide. Très bien, merci beaucoup. Morgane Milgen, je représente aujourd'hui le pôle de compétitivité Eurobiomed qui est donc un pôle de compétitivité en santé qui couvre tout le grand sud de la France, les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. En fait, on est un réseau d'acteurs innovants en santé. On rassemble des entreprises, essentiellement des petites et moyennes entreprises, mais aussi des acteurs académiques, des CHU, des universités, des centres de recherche. Et en fait, notre rôle, c'est de faire le lien entre tous ces acteurs pour stimuler l'innovation, créer du projet, créer de la collaboration. Et l'objectif, c'est de mettre de nouveaux produits et services sur le marché à destination des patients. Merci. Nadia. Bonjour à tous, Nadia Kamal, je suis en charge de la direction filière technologie santé et innovation qui regroupe la santé numérique à Harmonie Mutuelle. Merci. Sylvain. Bonjour à tous, donc Sylvain Françoise Dalmas, je suis président de Alia Santé. On accompagne les biotech et medtech sur la conception de systèmes d'intelligence artificielle et on est aujourd'hui présent pour être témoin de l'accompagnement et la compétitivité de la e-santé en Occitanie. Merci. Maurice. Bonjour, Maurice Ayot, Université CHU de Montpellier et directeur de la toute nouvelle école de santé numérique de l'Université de Montpellier et de ses partenaires dont j'aurai peut-être l'occasion de parler tout à l'heure. Certainement l'occasion de parler. Soumia. Et bonjour à tous, Soumia Taoui, donc je suis coordinatrice d'un tiers-lieu d'expérimentation dans la région Occitanie qui est Toulouse Santé Numérique. Et donc moi, l'animateur, en fait, Yann Micheli, Société Kiomed. On est aussi un des acteurs, en fait, qui animons la santé numérique sur l'Occitanie. Et pour continuer, du coup, ce propos, Morgane, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, en fait, sur justement cette maturité ou cet écosystème en Occitanie sur la e-santé ? Là où je vais peut-être plus aller, sans forcément répondre exactement à la question, c'est parler de ces opportunités qui ont été mentionnées tout à l'heure et ce qui fait en fait qui stimule le dynamisme sur la région mais aussi à l'échelle nationale. En fait, il y a un dispositif qui a été lancé par le gouvernement en 2021 qui s'appelle le plan Innovation 2030 qui a en fait défini un budget qui allait être distribué pour que la France devienne une pépite en innovation et voit naître en fait des projets importants pour la filière de la santé. Santé, ça comprend la medtech et la biotech. Ça se décline en plusieurs axes stratégiques. Donc en santé, en fait, il y a, je crois, un peu plus de 7 milliards qui sont dédiés à ce plan France 2030. Et en fait, il y a trois stratégies d'accélération qui ont été définies, dont une spécifique à la santé numérique. Et là-dedans, il y a en fait des opportunités qui se déclinent, notamment via du financement public. On a parlé tout à l'heure, on a dit que le financement, c'était le nerf de la guerre. Il y a le financement privé, il y a aussi le financement public. C'est un jeu, en fait, cet équilibre public-privé, ce levier entre l'un et l'autre, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir tout le temps. Et en fait, il y a des opportunités de financement public aujourd'hui en France qui sont disponibles, qui sont soit régies à l'échelle nationale, soit régies à l'échelle régionale. Donc il y a cet argent dans France 2030. Il y a plein d'appels à projets. Il y a des choses qui sont thématisées, des choses qui ne le sont pas. Donc il y a sur le non thématisé, sur le côté structurel, il va y avoir du iLab, du iNov, du IDEMO national. Ça, c'est des acronymes pour des appels à projets qui existent. Et en fait, chacune de ces familles d'appels à projets a des critères qui lui sont propres. Et en fait, en fonction de la maturité du projet, en fonction du budget, en fonction du fait que ce soit un académique ou un industriel qui candidate ou un partenariat, on va aller vers un guichet plutôt qu'un autre. Et pour ça, il y a des acteurs qui sont là, ici présents aussi, pour vous aider à les identifier. Il y a Adoc qui est là, le pôle aussi fait ce job-là.
les incubateurs. Il y a des gens en fait qui sont là pour vous accompagner en tant que porteur ou futur porteur de projet à identifier ces guichets de financement, à répondre au mieux au dossier de candidature et à vous donner toutes les chances de succès. Et ce qui est super, c'est qu'ici, on a des lauréats avec nous qui pourront vous parler de ces grands projets. J'ai parlé d'iLab, Innov, IDEMO. Il y a des projets qui sont, eux, propres à la santé numérique. Il y a des tiers-lieux d'expérimentation, des compétences et métiers d'avenir dédiés au numérique en santé. Il y a aussi des projets, des financements dédiés à l'évaluation du bénéfice médico-économique de solutions numériques. Il y a toute cette famille d'appels à projets qui est disponible. Et donc, on sera là pour aider ou témoigner sur ces choses-là. Et accompagner, merci. Si on reste sur cette thématique du financement, on a la chance d'avoir Nadia en fait, d'Harmonie Mutuelle qui a une vision à la fois régionale mais aussi surtout nationale. Dans l'échange qu'on a pu avoir sur la préparation de la table, on a parlé un peu de ce financement. Pour une structure comme Harmonie Mutuelle, qu'est-ce que c'est le financement en santé ? Comment vous intervenez ? Expliquez-nous un peu. Harmonie Mutuelle a choisi depuis 5 ans d'intervenir dans des fonds d'investissement et non pas en direct auprès des startups. Donc, je ne peux pas investir dans les startups. Harmonie ne peut pas investir dans les startups. Mais Harmonie investit dans 9 fonds d'investissement en santé numérique qui vont de l'amorçage en phase de développement. Et on a mis une certaine somme d'argent relativement conséquente. Pourquoi cette stratégie a été mise en place ? Parce que dans le groupe Harmonie, on fait partie du groupe Vive. Et dans le groupe Vive, il y a 3 métiers assurantiels dans lequel est Harmonie Mutuelle et d'autres mutuelles, mais également des établissements de soins. Et c'est le pôle le plus important d'ailleurs du groupe Vive, c'est le pôle Vive 3 des établissements de soins. Donc l'idée est de participer au financement de ces solutions numériques pour qu'elles soient ensuite, éventuellement, pour certaines d'entre elles, en fonction de la stratégie de Vive 3, testées, expérimentées et voir si ces solutions deviennent clientes de Vive 3. C'est dans cette stratégie que cela a été fait, ça marche, on est à la 5e année, ça se passe normalement dans différents secteurs, aussi bien dans du transport sanitaire que dans du dispositif médical, dans des établissements de type MCO ou dans des EHPAD et également dans tout ce qui est aussi enfance et crèche et famille. On va de la naissance jusqu'au service funéraire. Donc ça, c'est cette stratégie-là. Cette stratégie s'accompagne de 2 axes amont à ces fonds d'investissement. C'est-à-dire que pour intégrer cet écosystème, il faut d'une part sponsoriser, comme on l'a fait aujourd'hui. Nous sommes sponsors de la mêlée numérique. Nous sommes sponsors de d'autres événements sur le plan national à travers la France. Et nous avons également signé des partenariats avec 2 acteurs clés. Premier acteur, c'est le Fonds Patient Autonome de BPI, et le deuxième acteur, c'est Coalition Next. L'idée est d'avoir une vision globale nationale, relativement exhaustive de ce qui se passe en solutions numériques sur le territoire français et d'essayer de prendre ce qu'il y a de mieux pour l'établissement de soins. Ça, c'est pour les établissements de soins, mais nous pouvons également proposer ces services quand ils sont pertinents et quand ça ne nous coûte pas trop cher, quand le service peut être utilisé, parce que c'est bien d'avoir des solutions numériques, mais si elles ne sont pas utilisées, même par nos adhérents, ça ne sert pas à grand-chose, malheureusement. Et je vais y revenir justement. Et j'ai perdu le fil. Pour peut-être rebondir, c'est vrai que tout à l'heure déjà, il y a eu le propos sur l'usage. Donc on voit qu'un des facteurs clés de réussite sur un projet, quoi qu'il en soit, dans le domaine de la santé, c'est la finance. Encore faut-il que le système soit utilisé. Donc tout à l'heure, un des chiffres qui était donné, c'était 5% aujourd'hui de la téléconsultation était réalisée. Et si on regarde au niveau national, c'est à peu près la même chose. Et en plus, je crois qu'on s'aperçoit que ces usages sont plutôt des jeunes urbains et non pas forcément toujours les personnes qu'on aimerait ou qu'on souhaiterait le plus voir par rapport à ça. Et du coup, sur cette expérimentation, là, on a Soumia. Sur Toulouse, un tiers-lieu d'expérimentation vient de s'ouvrir. Expliquez-nous ce que c'est qu'un tiers-lieu d'expérimentation. Alors oui, un tiers-lieu d'expérimentation. Donc là, en l'occurrence, c'est un tiers-lieu qui est porté par un consortium, le CHU de Toulouse, le réseau de cliniques Clinavenir, avec en tête la clinique Pasteur et les structures médico-sociales que sont l'ASI. Donc nous, on a vraiment pour objectif d'aider les startups, les entreprises qui viennent nous voir pour expérimenter leurs solutions. Donc on leur met à disposition des terrains d'expérimentation pour leurs solutions numériques
En l'occurrence, on leur met à disposition les compétences et les utilisateurs finaux, que ça peut être les professionnels de santé, les patients, les aidants. On travaille en étroite collaboration avec les acteurs de l'écosystème. Et donc, un tiers-lieu, c'est vraiment, en l'occurrence ici, la possibilité pour des startups d'avoir vraiment cette opportunité de travailler en direct avec les utilisateurs finaux, expérimenter leurs solutions, avoir des compétences aussi de méthodologie d'évaluation médico-économique. Ça rejoint un petit peu aussi pour prétendre au financement d'une solution numérique. On sait que la partie évaluation médico-économique est importante et donc on est content aujourd'hui d'être présent en étant lauréat, comme le disait Morgane, de la première vague de cet appel à projet qui a été proposé par la DNS et opéré par la Banque des Territoires, voilà, dans le plan France 2030. Bon, super. Ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, c'est qu'il y avait un gros volet en fait, sur la formation. Donc là, Maurice Ayot, vous êtes ici au nom, je crois, de l'Université de Montpellier. Expliquez-nous en fait comment votre université va s'intégrer en fait, dans cette formation, auprès de qui elle va avoir lieu et qu'est-ce qui va se passer exactement. La formation, effectivement, est de façon évidente, peut-être pour nous tous ici, mais le diagnostic a été fait par l'État, tout simplement. Et le diagnostic, c'était que cette formation, elle existait dans son format formation continue auprès de professionnels déjà engagés dans leur activité, mais qu'elle était très peu développée ou déployée pour la formation initiale. Alors, à l'occasion de l'appel à manifestation compétences et métiers d'avenir, il y a eu le volet formation dans le volet santé numérique. Et cet appel à manifestation d'intérêt a été promulgué tout début 2022, très peu de temps pour y répondre, et bien les deux acteurs d'Occitanie portant des formations en santé ont déposé un projet et on a été effectivement retenu. Donc France 2030 également, félicitations à nous tous, parce que c'est l'Université de Toulouse, le CHU de Toulouse et ses partenaires, l'Université de Montpellier, les CHU et leurs partenaires qui proposent un dispositif de formation. Alors, nous l'avons, nous, appelé l'école de santé numérique, et ça vise à former l'ensemble des professions en formation initiale, des professions de santé, mais on ne va pas se limiter aux professions de santé parce que vous le savez tous, le professionnel de santé ne travaille pas seul lorsqu'il s'appuie sur le numérique. Il a nécessité d'être avec des spécialistes du numérique, avec des spécialistes du management, de l'organisation du soin, avec des juristes et avec des spécialistes qui permettent de certifier les dispositifs médicaux numériques. Donc nous avons proposé de répondre à ces différents axes, il y en a 5 en tout, et c'est l'objectif de former par des enseignements qui vont se faire de façon, je dirais, intégrée dans les parcours initiaux, et puis en innovant en pédagogie pour proposer des formats accessibles, quel que soit le lieu sur le territoire. D'accord, donc on voit que sur l'Occitanie, donc on va avoir des gens formés, des gens qui vont pouvoir tester leurs solutions donc, sur des territoires, on a des financements possibles, des accompagnements possibles. Et du coup, Sylvain, raconte-nous un peu ton expérience justement de porteur de projet, de dirigeant d'entreprise au sein de cet écosystème. Alors, je vais tout d'abord rebondir sur ce qui a été dit parce que je trouve que c'est très important, et notamment quand on regarde le prisme de l'intelligence artificielle, l'aspect formation, c'est d'abord, avant tout une montée en compétences et connaissances, mais ça permet aussi une sensibilisation qui est très importante chez les professionnels de santé parce que il y a, depuis quelques années, avec l'apparition de l'intelligence artificielle, une certaine méfiance quant à l'utilisation de ces outils, une méfiance qui vient, je dirais, peut-être une incompréhension ou une méconnaissance de ces systèmes. Et donc c'est important, par la formation, de les sensibiliser et de les impliquer dans la conception de ces systèmes d'intelligence artificielle. C'est ce qu'on a fait avec Alia Santé. Vous pouvez retrouver des vidéos sur YouTube où on a tenté d'expliquer l'intelligence artificielle pour faire comprendre que ce n'était pas une menace mais une opportunité. Pour revenir à la question du coup par rapport à l'accompagnement,
et au dynamisme finalement du milieu de la e-santé en Occitanie. L'accompagnement il débute très tôt. Je pense à Eurobiomed. Très tôt, vous nous avez accompagnés par tout d'abord un fléchage sur les financements qu'on pouvait aller chercher. Je me souviens qu'on a travaillé ensemble sur une étude clinique, sur un appel à projet BPI. Il faut savoir que les appels à projet BPI, il y en a quand même beaucoup. Donc pouvoir avoir un support pour cibler les bons appels à projet, c'est assez important. Donc pour l'accompagnement au financement, il y a des acteurs qui peuvent nous accompagner. Adoc en fait partie aussi. Et ensuite, Eurobiomed, c'est aussi un réseau assez puissant, et des personnes qui savent mettre en contact avec le réseau. Et donc, du coup, c'est trouver les premiers clients potentiels, trouver des partenaires. Et donc, finalement, Eurobiomed participe à cette dynamique du territoire en allant chercher les entreprises qui ont des synergies. Et ça, ils le font très bien. Adoc le fait aussi. Sur du financement, de l'aide à l'innovation, et c'est très important parce que c'est très compliqué pour des medtech et surtout des biotech. Il y a un investissement conséquent sur la conception de l'innovation et l'arrivée à la commercialisation et se fait sur du long terme. Donc il faut pouvoir respirer et recruter des talents. Et donc ça c'est compliqué, et donc de l'aide à l'innovation comme le fait Adoc, c'est très très important pour nous entreprises. Ce qui manquait à l'écosystème, du coup tu le présentes aujourd'hui, c'était cette interaction avec les patients et avec les professionnels de santé, avec les utilisateurs de ces innovations. C'était des choses qui étaient compliquées à mettre en place, puisque un CHU où les professionnels de santé n'ont pas de temps de disponibilité, ils sont déjà surchargés, et c'était compliqué de leur faire tester les solutions, d'avoir un certain retour vis-à-vis de ces solutions pour une réflexion quant à l'amélioration de ces innovations. Et donc, tous ces acteurs participent très bien au dynamisme du territoire. D'accord. Et là, on a un premier retour d'expérience. Depuis combien de temps, en fait, tu as créé la société ? Alors du coup, il y a eu d'autres sociétés avant. D'accord. Donc je dirais que ça fait, je crois, à peu près entre 5 et 6 ans que je suis sur l'écosystème santé. Et donc la première société était Taurus AI. On débutait avec une conception de modèles d'intelligence artificielle en dermatologie notamment, et c'est au cours du développement de cette entité qu'on a eu cette réflexion de mettre en place une étude clinique. Ce qu'on manquait au niveau informationnel, c'est le temps, les investissements conséquents et ces difficultés qu'on aurait à développer l'innovation et en même temps de pouvoir la commercialiser ou obtenir les marquages pour pouvoir la commercialiser. Ok. Et c'est vrai que dans la question en fait, de la table ronde, il y avait la maturité, mais on a un peu échangé, et c'est vrai que sur le tiers de l'expérimentation, c'est quelque chose de tout récent, donc c'est pas quelque chose de très mature, et pourtant je crois que vous avez déjà des projets qui sont accompagnés, c'est ça ? Alors oui, effectivement, donc on a été officiellement lancé début juillet 2023, mais on a été lauréat avec 2 projets qui ont déjà été sélectionnés. Donc le projet Bento de la société Bud Design, je vois que Jean-Louis est ici présent, et un projet Swalis Neuro porté par la société Swalis. Donc c'est 2 outils innovants numériques, en l'occurrence l'un pour l'aide au diagnostic de la déglutition et le projet de Bot Design pour l'aide à la détection des troubles de l'alimentation. Donc on est déjà bien avancé, on est assez content de vous présenter aujourd'hui l'avancée de ces 2 projets avec les essais cliniques qui vont débuter très prochainement pour Swalis, et également pour Bot Design. Le projet est déjà bien en place et en développement, donc on est content de vous le partager aujourd'hui. D'accord. 2 entreprises dans le diagnostic. Tout à l'heure, on a vu sur en fait, le diaporama d'Adoc qui avait aussi, et sur les feuilles de route, qui avait des investissements en prévention. En termes de prévention, Harmonie Mutuelle, quelles sont vos attentes ou comment vous vous positionnez ? La prévention est un métier cœur d'Harmonie Mutuelle. La prévention primaire, secondaire et tertiaire, qui correspond à différentes étapes de non-maladie ou de maladie de l'adhérent ou du patient en fonction de où on se situe. Aujourd'hui, on est partie prenante du dispositif prévention numérique lancé par BPI, dont d'ailleurs
le président et en gros du groupe de travail et Dominique Pont que vous entendrez, je crois, ce soir. L'objectif en fait de ce dispositif qui a été créé il y a 1 an est de promouvoir en fait par les data, d'optimiser la prévention à tous les niveaux, aussi bien au niveau primaire qu'au niveau secondaire. Et donc nous, on intervient sur ce sujet-là. Et on est aussi également très investi en interne au niveau de nos adhérents, donc en prévention primaire et en proposant des solutions de prévention que vous connaissez parfaitement, liées à différentes actions d'addiction, de tabagisme, de stress, voilà. Et on travaille également sur des dynamiques de services de prévention secondaire. Et donc là, ce sont des solutions numériques dans lesquelles entre guillemets, on teste et ensuite on devient client pour proposer à nos adhérents. Merci. C'est vrai que sur ce volet de la prévention, alors je ne sais pas si au niveau d'Eurobiomètre, vous avez beaucoup de projets. Souvent, ce qu'on peut voir, c'est que ce sont des entreprises qui ne sont pas forcément dans la santé, mais qui peuvent être dans ce qu'on va appeler plutôt le bien-être et qui parfois rentrent pas tout à fait dans les cases de la partie santé. Aujourd'hui, est-ce que tu as une idée du panorama de ces gens qui sont dans la prévention? Alors prévention bien-être, je vois Nadia qui hoche la tête, et prévention médicale, puisque ça existe aussi. Est-ce que tu as une idée un petit peu aujourd'hui sur Eurobiomètre des projets que vous pouvez accompagner dans ce domaine de la prévention? Alors, je pense que ma réponse sera que partielle, parce que nous, par rapport à notre définition et le scope du pôle, on n'est pas sur le bien-être. Il faut que ce soit dispositif médical. Or, c'est le cas de certaines solutions de prévention qui se positionnent en tant que dispositif médical, qui suivent les réglementations qui s'appliquent à ce secteur-là. Alors, combien, je ne saurais pas dire, je ne m'engagerai pas sur un chiffre. Grosso modo, on était sur... on va dire sur une répartition assez équitable dans la chaîne de valeur de la prise en charge du patient, sur l'aspect prévention-prédiction qu'on mettait ensemble, on était sur 25%. Mais la partie prévention de ce volet-là, ça doit être peut-être moins, enfin, je sais pas, 25% de cette partie-là. On n'en a pas beaucoup, mais ça se développe. Si en fait on devait identifier ce qui va se développer davantage demain comme solution innovante, avec en fait des technologies numériques, ça sera sur le volet de la prévention. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui en France et jusqu'à présent, le CARE était souvent mieux financé ou avait des business models plus évidents peut-être que la partie prévention. Oui, Nadia. Mais la prévention solidaire risque d'être entre guillemets obligée de se développer pour plusieurs raisons. D'une part, les médecins, les professionnels de soins n'ont plus le temps de travailler d'une manière aussi, on va dire, avec un peu plus de temps auprès des patients que ce qui était possible avant, vu le manque de ces professionnels de soins. Donc il faut faire un travail là-dessus et justement leur permettre d'avoir un maximum de temps avec le patient sur du temps médical ou du temps infirmier et tout ce qui est autre, c'est-à-dire organisation administrative, ou si des professionnels de soins peuvent faire autre chose que rendre service entre guillemets aux médecins, il faut passer sur des solutions numériques. Et le deuxième point qui est important, qui concerne plus particulièrement les payeurs que je représente aujourd'hui, que ce soit là ou dans ce cadre-là Harmonie Mutuelle, c'est qu'à un moment, il faut aussi payer ces solutions. Donc si ces solutions nous permettent de diminuer nos remboursements et d'optimiser le bénéfice du patient, c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour vous en tant que payeur de vos cotisations, c'est bien pour la CNAM et c'est bien pour les OCAM ou les assureurs. Donc il faut bien réfléchir à cette dynamique. C'est pas il faut faire de la prévention pour faire de la prévention, il faut faire de la prévention pour être mieux soigné et donc pour être dans le cure optimisé derrière, et que ceux qui doivent intervenir sur des sujets, on va dire, très délicats en médecine puissent avoir le temps de le faire correctement. Très bien. Et Maurice, en fait, dans ce cadre-là, est-ce que justement les professionnels de santé ou les gens que vous allez former, ça commence à évoluer aussi sur leur vision de leur futur métier, avec plus de prévention et peut-être moins de... Alors, que ça commence, oui. Que ce soit largement démarré, on peut se poser la question et je ne répondrai pas immédiatement. Mais en tout cas, dans ce qui vient d'être dit, il y a quand même quelque chose d'important. Je sais que tout le monde ici n'en doute pas. Le numérique sans l'humain, ça ne fonctionnera pas de façon satisfaisante pour l'instant. Peut-être, on a vu la Lune tout à l'heure dans la présentation précédente. On atteindra peut-être cette Lune-là, mais l'humain est nécessaire et reste au centre. Et en fait, ce qui est soulevé ici, c'est effectivement le temps des professionnels de santé.
dont ils ont parfaitement conscience qu'il leur manque. Et ce que nous, on voit actuellement et sur lequel on veut aller, c'est former aux nouvelles compétences qui peuvent être celles de l'accompagnement en s'appuyant sur le numérique, vers des nouveaux métiers. Et là, il y a tout un champ. Parce que si vous proposez une solution numérique avec une organisation qui va avec, en ayant la confiance et l'humain au centre du dispositif, on dit souvent le patient, oui, le patient, mais l'humain au centre du dispositif, alors vous transformez les choses et vous donnez confiance à toute la chaîne. Voilà. Et donc, c'est pour ça que dans la vision de la formation qu'on veut partager avec non seulement les professionnels de santé, mais également du numérique et des technologies de l'IA, et entre autres, c'est qu'on peut travailler ensemble pour pouvoir répondre à ce besoin. Et donc, la prévention arrivera naturellement parce que les moyens pourront être facilités sans mobiliser tous les acteurs en même temps. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un vrai point sur la prévention. Je suis très optimiste sur le sujet. Et c'est vrai que dans une autre partie de mon activité, c'est un sujet aussi que j'aborde en développant une solution numérique, plus pour la recherche pour l'instant, mais c'est un vrai sujet qu'on traite. D'accord. Et ce temps, justement le temps des... Oui, alors moi c'était pour compléter sur la thématique de prévention. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a identifié, nous, dans Toulouse Santé Numérique. Et justement, c'est la thématique de ce tiers-lieu, prévention, perte d'autonomie et efficience des parcours de santé. Donc on voulait vraiment mettre l'action sur la prévention pour justement pouvoir répondre à ces problématiques bien en amont et ensuite en prévention secondaire et tertiaire. D'accord. Et sur la question du temps disponible, justement, parce que ça fait partie des tiers-lieux, comment vous allez pouvoir organiser ça? Quel va être votre atout, justement, pour que les gens viennent vous voir? Comment ça marche? Alors, tout d'abord, il y a déjà donc, une équipe opérationnelle qui est mobilisée pour le tiers-lieu, donc pour être en interaction directe avec les professionnels de santé dans l'accompagnement des porteurs de projets. Donc ça permettra justement de faciliter le lien direct, aussi de filtrer, c'est-à-dire qu'un professionnel de santé, lorsqu'il est contacté par une équipe en interne, il sait bien que voilà, le projet a déjà été évalué en amont, que c'est une société sérieuse. Voilà. Donc il y a déjà ce premier tri, on va dire, qui est fait par l'équipe opérationnelle. Et en termes de mobilité, nous, on a vraiment mis l'accent sur la mobilisation des experts, des professionnels de santé. Et on est aujourd'hui, on a suffisamment d'experts qui sont mobilisés pour ensuite l'expérimentation des solutions numériques. Super. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en Occitanie, finalement, il y a un écosystème. Les gens, a priori, commencent à discuter entre eux ou travaillent ensemble. Nadia, est-ce que vous avez une vision des autres départements, régions, nationales ou pas? Vous êtes les meilleurs, bien sûr. D'autant plus que j'y ai fait mes études à Montpellier, donc je peux dire que l'Occitanie... la vision nationale, c'est sans donner de prix à un ou un autre des territoires, juste c'est un marché qui n'est pas encore mature. Donc économiquement, déjà, on n'a pas de business model sur la prévention, sur la santé numérique, un petit peu plus, en particulier sur la télésurveillance. Il y a eu des remboursements, vous le savez. Sur la prévention, on ne sait pas comment rembourser. Et aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de données. C'est pour ça que je suis très attachée à travailler sur des données. J'espère qu'on arrivera à trouver des solutions via ce dispositif BPI, Paris Santé Campus Prévention Numérique, pour essayer d'extraire des solutions qui vont nous permettre justement, nous, en tant qu'acteurs payeurs, de pouvoir rembourser ces solutions pour qu'elles soient d'une part bien utilisées par les professionnels de soins et les adhérents patients, et d'autre part que ça nous permette d'avoir moins de soins derrière à rembourser. Mais on n'est pas encore à ce stade-là. Donc, en fait, je pense qu'on est tous dans la même course et qu'il faut tous travailler dans cette dynamique-là. Ça, c'est pour la partie prévention. Sur la partie solution numérique, on va dire, d'ordre médical, déjà dans le CUR, il y a des solutions qui existent très bien. Nous, on a développé, par exemple, une solution numérique pour les opticiens. C'est la solution CView, qui est maintenant proposée pour des personnes dans nos magasins d'optique, écoutez voir, qui permet de mesurer l'acuité visuelle d'une manière très précise. Et la personne arrive, fait sa mesure d'acuité visuelle, achète ses lunettes et s'en va avec ses lunettes. Donc, au niveau service, c'est effectivement très intéressant. Ce n'est pas une consultation d'ophtalmo. Donc, pourquoi ne pas éventuellement, par la suite, coupler
cette solution d'acuité visuelle à une consultation classique d'ophtalmologie. Il y a plein de choses comme ça, mais il faut que ça soit très pratique. Et je reviens sur cette notion d'usage. Il faut que ça soit utilisé. Au jour d'aujourd'hui, les solutions numériques ne sont pas utilisées. C'est qu'il faut être très très clair là-dessus. Il faut être très honnête. Elles sont utilisées 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, l'adhérent, le patient, le citoyen ne l'utilise plus. Même au niveau de la télésurveillance, il y a quelques couacs sur ces sujets. Donc il faut qu'on soit bien prêt à aller travailler pour que tout le monde puisse utiliser. Quand le professionnel de soins, on a discuté dans le cadre de la préparation avec Soumia, a sans alerte sur son ordinateur parce qu'il est sur 100 solutions numériques, à laquelle il répond, laquelle est la plus urgente, comment y répondre. Et H24, bien sûr, puisque c'est la santé. C'est pour ça que la co-construction est très importante et qu'il faut privilégier toujours la co-construction avec les utilisateurs finaux. Là, typiquement, effectivement, on avait parlé de cet exemple. Voilà, une solution qui n'est pas pensée avec l'utilisateur, forcément, après, ça ne marchera pas. Maurice, vous vouliez intervenir aussi ? Oui, sur ce point-là, il y a un élément qui paraît évidemment, là encore, je pense qu'on le partage tous, c'est qu'effectivement, il faut concevoir avec le futur utilisateur. Mais aujourd'hui, les citoyens, les personnes qui sont porteuses de pathologies n'ont pas contribué à toutes les solutions, bien entendu. Donc, il y a la question qui a été évoquée précédemment dans la table ronde précédente de l'inclusion numérique, c'est un sujet, mais clairement de l'appropriation de non seulement l'outil, mais également ce que ça va changer dans son quotidien. Et moi, je défends l'idée que, par exemple, vous connaissez tous l'éducation thérapeutique, peut-être que plusieurs d'entre vous en pratiquent quotidiennement. Dans l'éducation thérapeutique, il va falloir faire rentrer l'éducation thérapeutique numérique. Il va falloir mettre dans les programmes un accompagnement des patients. Et donc, dans le projet que nous portons, eh bien, nous avons proposé, bien sûr, d'associer le citoyen, même si ça ne faisait pas partie des objectifs annoncés initialement, puisque accompagner le citoyen à l'usage, c'est déjà en place grâce au GRAD e-santé Occitanie qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi au niveau national, il y a des initiatives. Et je pense que là, on doit passer à l'échelle de comment l'usager est clairement s'approprie ces nouvelles organisations, ces nouveaux outils. Et là, je pense qu'on gagnera des points en pourcentage d'abandon. Et je crois que c'est un vrai sujet et je pense qu'on a la solution. D'accord. Sylvain, justement, tout à l'heure, tu parlais par rapport à l'IA qui peut en effet faire peur. Comment est-ce que vous appréhendez cette problématique ou ces freins avec vos clients ? Moi, je rejoins tout ce qui a été dit, puisque on le voit, les solutions qui sont performantes et qui fonctionnent et qui sont pérennes, c'est des solutions qui souvent ont été demandées par les professionnels de santé. En fait, ils sont au contact des problématiques, ils ressentent vraiment les douleurs, et donc ils ont une vraie vision de quelles sont les solutions qui permettraient de régler ces problématiques. Et donc c'est pour ça que Alia a, dès le début, essayé de faire cette connexion avec les professionnels de santé pour faire émerger l'innovation de ces personnes-là. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'était effectivement des contenus vidéo qui expliquaient l'intelligence artificielle, un peu pour démystifier, un peu pour expliquer, oui, il peut y avoir des menaces, mais il faut bien comprendre pourquoi, d'où elles viennent, notamment sur les biais. Et ensuite, quelles sont vos idées ? Et comment on peut concevoir tous ensemble un modèle d'intelligence artificielle. C'est comme ça qu'on a construit nos produits. Aujourd'hui, c'est d'autant plus pertinent pour des biotech et medtech qui ont une expertise très forte sur un domaine précis et qui ont besoin d'accompagnement pour valoriser finalement cette donnée et concevoir un système d'intelligence artificielle. Non, je pense que je réponds. J'ai d'autres choses, mais ça sortirait un peu du. D'accord.
Si je peux me permettre de compléter, les solutions d'IA aujourd'hui les plus utilisées par les professionnels de soins, c'est en radiologie, parce que les radiologues sont des technophiles et en fait, ils en ont besoin pour la décision. En fait, non pas pour décider sur une image qui est compliquée, mais c'est décider sur une image qui est entre guillemets facile. Ça permet de la regarder un peu plus rapidement. Il n'y a pas de signaux, attention, il y a un problème. C'est pour justement éliminer les cas faciles. Ça n'empêche pas que le radiologue va voir le patient à l'issue de la consultation, à l'issue de l'examen, mais la radiologie est le secteur français, mondial, le plus avancé, et on est assez leader d'ailleurs en entreprise française dans ce domaine-là. Et bon, ça marche, hein, mais effectivement, c'est pour les professionnels de soins. Donc, je vais rebondir dessus parce que pour le coup, on a travaillé sur des modèles en radiologie. Et donc, ce qu'on s'est aperçu, et ça confirme ce qui a été dit, que ce qui était important pour eux, c'est pas forcément d'aller détecter l'indétectable, c'était plutôt d'accélérer des processus qui étaient trop longs. Et donc, nous, par exemple, il y a un module, c'était la bascule du bassin. On faisait gagner 70% du temps d'un opérateur en automatisant des calculs. Et donc, du coup, c'était finalement ça le plus important pour eux. Ce qui avait le plus de valeur, c'était le temps économisé. Et ça leur permet, on le souhaite, ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas, mais d'accorder plus de temps à l'humain et l'alliance thérapeutique avec le patient. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du temps disponible des professionnels de santé, donc je pense que si on peut leur en faire gagner, ça va être important. La semaine dernière, j'étais à Nantes sur un salon aussi sur de la e-santé, et c'est vrai qu'il y avait un autre domaine de l'hôpital qui commence à se numériser et à aller vers l'IA, ce sont les laboratoires d'anatopathologie. Ils sont absolument débordés, c'est juste impossible. Et c'est ça. Et eux vont quasiment passer de la lame en verre à de l'IA, mais ils sont hyper demandeurs de ce genre de choses parce qu'ils n'arrivent plus aujourd'hui à fournir un service de qualité, quoi. Et on a un leader français, on a Tribun, qui est justement dans ce secteur-là, mais c'est de l'imagerie aussi. C'est aussi l'imagerie, oui, tout à fait. Tout à fait. Pour revenir à l'Occitanie et donc à la région, donc Eurobiomed, c'est un pôle de compétitivité, il n'est pas le seul au niveau français. Ce que moi j'ai entendu, c'est que, en tout cas le retour aussi de Sylvain, c'était que vous aidez à accélérer les choses, et je pense que c'est vrai que vu les temps de développement, les temps de validation aujourd'hui dans le domaine de la santé, je pense que c'est quelque chose d'important. Comment est-ce que vous vous y prenez pour aider les porteurs à accélérer ? Alors, c'est pas en un claquement de doigts, et puis on n'a pas de passe-droit, donc dommage. C'est dommage. En revanche, on essaye, c'est beaucoup dans la sensibilisation à anticiper des étapes, à savoir ce qui va être obligatoire, quelles sont les réglementations, quels sont les différents dispositifs par lesquels je vais devoir passer, comment je me projette, combien ça va me coûter, qui je vais avoir besoin de recruter pour faire tout ça. Donc en fait, on essaye vraiment de sensibiliser sur l'histoire de cette innovation pour qu'un jour ça devienne un produit sur le marché. Donc c'est vraiment ça qu'on essaye de faire un maximum. Et ensuite, il y a aussi via la mise en relation avec soit des partenaires, soit les institutionnels, parce que c'est aussi très important, notamment l'Agence de l'innovation en santé, qui est toute neuve et qui est là pour ça, pour débloquer les verrous qui sont les très importants dans certains développements d'innovation santé. Donc en fait, voilà, on fait passer des messages aux bonnes personnes qui après arrivent à débloquer des problématiques importantes. D'accord. Dans la question tout à l'heure, en fait, il y avait sur une des questions, il y avait un terme de labyrinthe. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'agence, il y a Genius, il y a les filières, il y a les pôles, il y a les clusters, il y a les tiers-lieux d'expérimentation. Pour un porteur de projet, c'est pas forcément évident. Est-ce que vous aidez justement à cette, alors je ne sais pas si on peut dire cartographie, mais en tout cas fil d'Ariane pour les aiguiller? Oui, et ce qui est important, c'est qu'on se connaît tous et on se parle. Donc en fait, ce qu'on veut à terme, c'est que finalement, les gens osent parler à quelqu'un. Et si ce quelqu'un n'a pas la réponse, il saura renvoyer la balle à un autre partenaire qui pourra le faire. Et c'est le cas avec Genius, c'est le cas avec l'AIS, c'est le cas avec la DNS. Quelle que soit la question, on aiguillera vers le bon interlocuteur autant que possible. D'accord. Avant de passer le micro à la salle pour les questions, si vous aviez une chose que l'auditoire, vous voulez qu'il retienne, quelle serait-il par rapport à cette attractivité de l'Occitanie, cette maturité de l'écosystème ou cette coordination de l'écosystème ? Moi, ça rejoint ce que disait Morgane. Effectivement, je pense qu'il y a une bonne collaboration au niveau des acteurs dans l'écosystème régional. On l'a cité, Ad-Hoc, Eurobiomed, Digital 113, Nubo, la Mêlée qui nous reçoit aujourd'hui aussi. Donc les gens sont bien identifiés et travaillent ensemble et en tout cas sont volontaires pour être dans cette collaboration. Voilà. Super.
Alors moi, je dirais, nous avons besoin de vous. Vous qui avez l'expertise, vous qui recrutez des personnes, vous qui pouvez accueillir des futurs professionnels, en stage par exemple, en alternance. Et donc sans vous, il ne va pas se passer grand-chose. Mais je sais que vous êtes là. Moi, ce serait plutôt un message aux entrepreneurs pour leur dire il y a une bonne terre, il y a un bon terreau. Ça pousse bien ici parce que y a les acteurs qu'il faut pour pouvoir nous accompagner, nous informer. Et tout au long du cycle de processus de l'entreprise, de la création à l'obtention des financements, ça ne sera pas une partie de plaisir parce qu'il y a des difficultés, mais ça c'est la réalité de l'entrepreneuriat, c'est pas que en e-santé. Mais par contre, il y a des personnes qui sont là pour vous épauler, pour vous accompagner, pour vous informer. Et quand je parle du terreau, je parle aussi de la formation, notamment sur les aspects data scientist, etc. Il y a des superbes écoles et voilà, donc il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer son entreprise en e-santé sur l'Occitanie. Alors continuez à co-construire d'une manière collective et pensez toujours que votre travail, en fait, c'est pour le bénéfice du patient, que nous pourrions tous être malheureusement patients un jour. Donc en fait, il faut toujours faire dans le bon sens et pas en se battant les uns contre les autres, mais juste pour le patient. Et peut-être qu'il n'y a pas de questions bêtes. Au contraire, il ne faut jamais avoir peur de poser une question. Et je pense que c'est toujours le début d'une grande histoire. Et comme il y a un bon terreau, il y a plein de partenaires, il y a des opportunités. Finalement, cette question, c'est que le début. C'est ça. Moi, je vais vous donner ma vision de Rhône-Alpin, puisqu'en fait, j'habite Annecy, je travaille Montpellier. Les dernières sociétés que j'ai créées, en fait, étaient sur la région Rhône-Alpes. Et par exemple, en Haute-Savoie, on a une vraie problématique avec la proximité de la Suisse, où vous avez un écart de salaire qui est colossal, puisque le SMIC est globalement à 4 000 €. Donc quand vous allez chercher des professionnels en fait, avec des spécialisations dans l'intelligence artificielle, c'est compliqué pour une société qui reste sur la région Haute-Savoie. Donc moi en tout cas, j'ai découvert l'Occitanie il y a 4 ans maintenant, avec la société Kiomed. Et en plus, bon alors c'est vrai que moi j'ai les montagnes et la neige, ici il y a un autre climat, mais j'ai vraiment trouvé en fait cet écosystème, cette dynamique qu'on n'a pas forcément dans d'autres. On travaille, nous, beaucoup aussi avec la région parisienne, parce que c'est vrai que les gros pôles en e-santé, c'est quand même Paris, la région Aura, la partie Occitanie, Toulouse. Là, je vous dis, la semaine dernière, j'étais à Nantes. Nantes est en train de faire des investissements colossaux aussi sur la région Bretagne. Donc, je pense que ça peut être aussi bien de ne pas avoir qu'une réflexion forcément que régionale, parce qu'aujourd'hui, nos compétiteurs, ils ne sont pas que nationaux, ils sont internationaux. Avec l'IA, on voit bien les problématiques de souveraineté ou autres. Et donc, je pense qu'il doit y avoir aussi, évidemment, d'abord une bonne coordination au niveau régional, mais aussi une coordination peut-être plus nationale sur différentes thématiques. Donc, est-ce que vous auriez des questions à nous poser ? Oui, des mains se lèvent, donc on va vous passer, je crois, des micros directement dans la salle. Donc je me présente déjà dans un premier temps, je m'appelle Rodrigue. Donc là j'ai pour projet en fait d'ouvrir une école de pilotage. Qu'est-ce que c'est le pilotage? C'est exercer la mobilité du regard du conducteur sur un terrain aménagé avec cône de signalisation par point fixe. Et du coup je m'adresse surtout à monsieur qui parle de l'intelligence artificielle et je fais un parallèle avec ce que j'ai mis en évidence par le pilotage, c'est que un simulateur, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui passent par un simulateur qui est aussi de l'intelligence artificielle numérique programmée de manière à justement essayer de contextualiser de façon virtuelle l'espace dans lequel un conducteur peut se déplacer, en oubliant la réalité que le regard du conducteur doit être mobile pour des questions physiques, dans la mesure où un conducteur n'est pas un piéton, mais fait corps avec un véhicule qui n'a pas les mêmes capacités physiques qu'un piéton. Et du coup, votre question ? Ma question est que pourquoi les gens ont peur de l'intelligence artificielle? C'est parce que justement l'intelligence artificielle et la réalité ne se confondent pas toujours. D'accord, c'est un constat.
Merci de ce retour. Monsieur, je crois que vous avez essayé une question. Oui, en fait, moi, c'est plus pour vous demander des conseils. Je pense, après, je vais vous parler à tous. Parce qu'en fait, ça fait à peu près 1 an et demi que je travaille sur un projet du coup, de prévention primaire et secondaire pour le cancer. Et là, actuellement, du coup, je cible le cancer du sein. Et du coup, je voudrais plein de conseils sur qu'est-ce que je devrais faire pour accompagner et tout ça. Data ? Oui, c'est ça. Et vous avez répondu à l'appel à projet du dispositif BPI Prévention ? Non. Tous les messages ne passent pas encore. Est-ce que vous faites partie du pôle de compétitivité Eurobiomed ? Non plus, non. D'accord, en fait, bienvenue. Je viens de découvrir tout ça, en fait. C'est ça. Il y a encore du travail de communication à faire connaître, en effet, aux porteurs de projets. C'est vrai que là encore, si je peux partager moi mon expérience, j'ai créé ma première société. En fait, j'avais 23 ans, donc le mot start-up n'existait même pas. Et je peux vous garantir qu'à l'époque, on était vraiment tout seul, en fait. Et quand on allait voir un banquier, quand on lui disait je veux créer une société à 23 ans, on vous regardait avec des yeux, il va pas bien. Aujourd'hui, vous avez cet écosystème qui soit spécialisé dans le domaine de la santé ou qui soit plus large d'ailleurs, parce que vous avez aussi des réseaux qui accompagnent les entrepreneurs, etc. Donc profitez-en et allez-y à fond, quoi, parce que ça va vous faire gagner du temps et de l'argent. Hein. D'autres questions, oui, Jean-Louis ? Oui, un tout petit complément et retour d'expérience par rapport à ce que vous disiez. Sur l'usage, en effet, avec la DNS, on dit depuis longtemps qu'il faut massifier les usages. Et d'ailleurs, la santé 2027, c'est la massification des usages. Après, sur l'usage, seulement 3 semaines, j'imagine que c'est des méta-analyses de ouf que vous devez citer. En tout cas, moi, je peux vous donner des expériences, et pas que de sociétés personnelles, hein, où on a des gens dans le dépistage de la fragilité qui sont encore sur les applications 1 an et demi après, suivi du cancer 1 an et demi après, avec des datas partout sur le long terme qu'on utilise d'ailleurs. Et je suis complètement d'accord avec vous, mais je voudrais juste pas que l'auditoire reste sur, au bout de 3 semaines, les applications elles sont à la poubelle, parce que c'est beaucoup vrai, mais c'est pas que vrai, et ça fait partie du travail qu'on a à mettre en œuvre ensemble. Vous avez totalement raison, mais en fait, la majorité, en fait, j'aurais dû préciser ce terme-là. C'est vrai là encore, hein, une solution qui est co-construite, qui est bien construite, et que les gens s'approprient, comme disait Maurice tout à l'heure, va faire qu'elle va être utilisée, parce que les gens en voient l'utilité au quotidien. C'est pas comme d'autres choses où, en effet, c'est un gadget qu'on utilise quelques temps. Je crois qu'il y avait quelques questions, oui, au fond. Bonjour, merci pour la table ronde. Déjà, c'était très inspirant. Donc, comme il n'y a pas de questions bêtes, je vais en poser une. On a beaucoup parlé du coup de la place de l'humain, on a parlé de la formation, donc des sujets très intéressants par rapport à la télésanté, à l'IA. Moi, je voulais juste vous demander, on n'a pas trop parlé de la protection de la donnée, ou tout du moins un tout petit peu. Donc, je voulais voir avec vous, à votre échelle différente, voilà, comment vous protégez les données, comment vous faites en sorte de sensibiliser les patients, les professionnels de santé également sur cette protection des données, et également comment créer des vecteurs de confiance parmi nous tous. Alors, moi, je peux vous donner un point chez Qiomed. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on travaille en fait sur les accompagnements, sur ce qu'on appelle la sécurité perçue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des normes. Hein. En France, par exemple, vos données doivent être sur un serveur spécialisé qu'on appelle un HDS. Ça, c'est l'obligatoire. Maintenant, en fait, vos utilisateurs peuvent avoir une perception très différente de la sécurité que vous leur offrez, même si vous remplissez, on va dire, les bonnes cases. Donc, ce travail, c'est que vous avez du réglementaire. Donc ça, il faut le connaître, il faut être accompagné là-dessus pour être sûr que ce sont des données sensibles, ce sont des données de santé ou des données personnelles. Où est-ce que je le mets ? Le temps de conservation. Si vous avez transfert entre de l'IoT, comment ça se passe. Si vous avez ensuite de l'anonymisation ou de la pseudonymisation pour ouvrir à de la recherche. Donc toutes ces problématiques en fait sont au niveau des accompagnements, c'est des choses que l'on connaît très bien et sur lesquelles vous devez être accompagné pour justement pas faire d'impair. Mais là où il faut vraiment faire attention, c'est qu'aujourd'hui aussi, si vous allez chez des serveurs HDS américains par exemple, vous risquez d'avoir quelques difficultés sur cette sécurité perçue, alors que la sécurité réelle, ils sont certifiés de la même façon, quoi. Peut-être juste pour compléter, puisque vous avez abordé la question des professionnels de santé, dans ce qui a été demandé au niveau de la formation, dans les appels à manifestation d'intérêt, c'est 5 blocs de compétences, dont les 2 premiers sont données de santé et le deuxième, cybersécurité. Voilà. Ce qui fait que dès le premier cycle,
tous les étudiants en France, dès 2024, en formation initiale, doivent bénéficier de cet enseignement. Il y a 14 diplômes, et donc l'idée, c'est de travailler très tôt pour que ce soit acquis. Et sur cette profession, je pense qu'il y a vraiment encore à faire, parce que la semaine dernière encore, à Nantes, des médecins, et pas qu'un, disaient qu'ils continuaient à envoyer les images de patients en fait, à travers WhatsApp pour des questions d'usage. Donc il y a encore, je pense, vraiment du travail à faire. Et pas oublier aussi l'information patient, utilisateur. Bonjour, Cyril Klein, je vais intervenir avec une des casquettes, c'est président du conseil de l'école d'ingénieurs ISIS en e-santé, partenaire de l'Université de Montpellier. Je peux que confirmer le maillage excellent en Occitanie, mais pour rebondir par rapport à l'intervention de monsieur tout à l'heure qui ne connaissait pas une partie de ce maillage, moi je forme des ingénieurs, enfin l'école que je préside forme des ingénieurs, Montpellier va former des professionnels de la e-santé. Il faut aussi que ce maillage, on puisse arriver. Aujourd'hui, ce sont des formations qui n'existaient pas. Aujourd'hui, elles existent. On forme des experts numériques en santé. Il faut que ce maillage, on se connaît tous. Mais moi, je n'ai pas 25 ans. J'en ai le double, malheureusement, même plus. Et donc, je connais très bien ce maillage. Mais c'est important aujourd'hui qu'on le présente aussi aux futurs entrepreneurs. Ces gens-là sont demain les start-upers de la e-santé. Et c'est hyper important que très tôt, peut-être dès la fin de leurs études, ils aient compréhension de ce maillage-là. Il est très complexe quand on n'en a pas la perception. Voilà, c'était une réflexion. Et juste une petite remarque sur l'abandon. J'aurais réagi comme Jean-Louis tout à l'heure, mais un complément. Quand on parle de numérique en santé, sur un système qui vous permet d'avoir un médecin plus vite, d'enlever de la douleur ou de surveiller une maladie grave, vous ne l'abandonnez pas. Par contre, en prévention, notamment en première, il faut qu'on évalue les solutions différemment. Plus seulement sur des champs médico-économiques, mais il faut aussi qu'on aille sur de l'acceptabilité. Il faut des nouveaux métiers, des ergothérapeutes, des gens qui viennent. Je vais vous donner un exemple qui va vous paraître ridicule, mais c'est juste pour illustrer. Il y a des verres connectés qui permettent à distance de surveiller qu'une personne âgée, quel volume elle a bien bu dans la journée. Sauf que ce verre, il finit au fond du placard et elle réutilise le verre qu'elle a utilisé depuis 30 ans. Et l'acceptabilité, c'est zéro, parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, vous n'utilisez pour boire que ce verre-là qui est connecté. Pourtant, l'idée est bonne, médico-économique, c'est faible, mais il faut qu'on aille chercher en prévention des nouveaux axes d'analyse, notamment l'acceptabilité, à la fois les craintes, quand on parle d'IA, mais aussi dans l'usage. C'est hyper important. Je sais que TSN, je te vois prêt à bondir. Je sais très très bien, et je pense que Morgane aurait réagi aussi. Je voulais juste citer aussi un partenaire qui est la Fondation I2ML, qui nous aidera et qui nous aide dès aujourd'hui sur l'UX en fait. Donc oui, c'est important, l'usage, l'utilisabilité, l'acceptabilité de la solution. Voilà, c'était pour les citer. C'est hyper important qu'on le dise sur ces nouvelles, sur le numérique en soi. Si je peux réagir, parce que effectivement ISIS, on connaît bien et c'est des super profils très spécialisés e-santé. Et en fait, je vois derrière Yann et je souhaitais quand même faire une précision. Il n'y a pas que Toulouse et Montpellier, même si c'est des mais Castres organise chaque année l'Université de la e-santé et c'est un très bel événement sur lequel il y a énormément d'acteurs qui viennent de toute la France et c'est important parce que un des reproches qu'on pourrait avoir, c'est qu'on a un terreau très actif, mais peut-être parfois un manque de connexion avec Paris Santé Campus, avec Paris. Et il faut aller mettre des locaux à Paris pour pouvoir bénéficier de l'écosystème parfois. Et donc, ça fait du bien de savoir qu'il y a plusieurs... c'est pas que à Toulouse et à Montpellier, mais c'est aussi à Castres. D'accord. Eh bien, écoutez, on va clôturer du coup sur ce constat. En tout cas, merci d'avoir participé. Il reste des questions, mais on reste disponible et on va pouvoir y répondre à côté. Merci.